Bonjour à tous et à toutes. Merci de regarder ce nouveau Facebook direct de la Faculté des Arts et des Sciences. Je m'appelle Amandine Hamon, je suis doctorante à l'Université de Montréal en communication. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de discuter d'intelligence artificielle avec le philosophe et doyen de la Faculté des Arts et des Sciences, Frédéric Bouchard. Bonjour Frédéric, Bonjour, ça va bien? très bien, merci. Et vous? Eh ben, très bien, je suis très heureuse de discuter avec vous aujourd'hui de sujets vraiment d'actualité. Je vais commencer par vous présenter. Si je dis que vous êtes professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal et surtout philosophe des sciences, que vous étudiez les rapports entre sciences et société, est-ce que ça résume assez bien ce que vous faites dans Très la vie? bien, très bien. Ouais. Et vous êtes aussi doyen de la Faculté des Arts et des Sciences et, si je me trompe pas, aussi un peu Instagrammeur à vos heures perdues. À des heures perdues, mais après les heures de doyen, il reste plus grand-chose comme minute de libre. J'imagine bien. Mais vous prenez quand même le temps aujourd'hui de parler avec nous du rôle de l'intelligence artificielle et du pouvoir des ordinateurs et autres appareils électroniques dans nos vies. Sont-ils omniprésents? Est-ce qu'on va finir par être gouverné par nos ordinateurs? Mais peut-être que ma première question sera assez basique. Que vient faire la philosophie dans une conversation sur l'intelligence artificielle? Ben, en fait, la philosophie s'est toujours intéressée à la pensée, comment définir la pensée, la comprendre, comment comprendre c'est quoi l'intelligence et la conscience. Donc, dès Mhm. qu'on parle d'intelligence artificielle, ben, il y a le mot intelligence, il y a le mot artificiel, donc on se pose immédiatement la question, quelle est la différence avec l'intelligence humaine ou l'intelligence animale? Et ben, ça, c'est une question que les philosophes se posent depuis des milliers d'années et qui aujourd'hui, ben, ça s'incarne sur des questions, ben, c'est quoi l'intelligence artificielle? Puis est-ce que c'est vraiment différent de l'intelligence humaine? Donc Ben justement, qu'est-ce que les c'est philosophes l'intelligence? s'intéressent à ça depuis longtemps, en fait. Ouais, depuis toujours, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est donc l'intelligence et quelle est la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Donc, il y a plein de disciplines comme la psychologie, les neurosciences, puis aujourd'hui, ben, l'informatique, qui se posent cette question-là. Puis, en gros, il n'y a pas une seule définition, mais si on pouvait donner une définition assez, je dirais, qui ratisse large, on pourrait dire, ben, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes Mhm, posés par l'environnement. Donc, notre environnement qui soit ben, naturel. Bon, un animal, ça pourrait être dans la forêt, il voit plein de choses, il entend des choses, il sent des choses et il doit résoudre des problèmes. Comment je vais éviter ce prédateur, comment je vais me nourrir, ainsi de suite. L'intelligence artificielle, c'est cette capacité de résoudre des problèmes, mais de réaliser par des ordinateurs qui exécutent des programmes. Et donc, c'est un peu ça. La réponse générale de l'intelligence, c'est comment les ordinateurs réussissent à résoudre des problèmes ou répondre à des questions d'une manière relativement autonome, donc sans que des êtres humains leur soufflent la réponse. et justement, vous parlez d'ordinateur, mais sur quelle plateforme ou sur quel réseau est-ce qu'on peut voir justement l'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est dans tous nos appareils électroniques qu'on utilise nous-mêmes l'intelligence artificielle? De quoi on parle? De quelle technologie précisément est-ce qu'on parle? Donc, aujourd'hui, la réponse est très différente de ce qu'elle aurait été il y a 10 ans. Donc, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte, Mhm, que ce soit dans Instagram, dans Facebook. Par exemple, si vous êtes sur Instagram et que vous regardez dans la section Chercher, ben, on vous présente plein de photos que l'algorithme, donc quand je dis l'algorithme, c'est la série de règles ou de programmes, de formules qui permettent à l'intelligence artificielle de vous proposer des choses. mhm. Et ils vont vous présenter une série d'images que l'intelligence artificielle à Instagram juge vous plaire. D'accord? Donc, ça, ben, c'est en fonction de vos comportements passés sur Instagram et sur d'autres sites Internet. Donc Donc, Instagram observe comment je me comporte, puis me propose des contenus qui vont me plaire selon l'algorithme qui est un peu la recette ou la formule, pas magique là, mais on connaît pas exactement la recette. en fait, c'est Est-ce pas une que formule magique, mais il y a des ouais. formules très, très, très complexes
qui font du triage de vos comportements. Vous avez donné l'autorisation, quand vous êtes abonné à Instagram ou à Facebook, de suivre une série de comportements. Et en fait, vous pouvez consulter là, certains de ces paramètres-là. Là. Et ensuite, ben, ils vont vous donner plus de ce que vous aimez déjà. Donc, si vous avez sur Facebook, vous faites plein de likes. Donc, Facebook et Instagram sont dans la même compagnie, donc partagent de Mhm. l'information. Donc, si à chaque fois que vos amis ou vos parents, disons, sur Facebook, ben, ils partagent disons, des nouvelles sur, disons, Star Wars. Donc, moi, j'aime beaucoup Star Wars. Mhm. Donc, si mes amis sur Facebook partagent des trucs de Star Wars et que ceux-là, j'ai tendance à mettre like, ben, sur Instagram, ça va augmenter la chance que ce que vous avez appelé la formule magique, mais en fait, toute la série de structures qui font l'intelligence artificielle chez Facebook, chez Instagram, ben, il va me soumettre des photos avec Star Wars. Et moi, en D'accord? tant Différents Boba qu'utilisatrice, je Fett suis ou contente. Baby Yoda. Là. Baby Yoda, oui. On peut parler de photos de chat aussi, ça dépend des goûts de chacun. Mais en tant qu'utilisatrice d'Instagram, moi, je suis un petit peu accro à Instagram. Je l'utilise beaucoup trop. J'imagine que c'est aussi parce que Instagram me manipule. Ou est-ce que vous diriez que je suis esclave justement de ces réseaux sociaux qui m'alimentent de contenu que j'adore? Ben, je dirais, esclave, c'est peut-être trop fort, mais c'est certain que ces plateformes-là sont conçues. Leur intérêt, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur ces plateformes-là. Parce que plus vous passez de temps là, plus il y a des chances que vous cliquiez sur des compagnies qui payent pour avoir des publicités sur ces plateformes-là. Donc, ils veulent que vous restiez là et que vous consultiez régulièrement ce qu'ils vous offrent. Donc, comment s'assurer que vous restiez longtemps là? Bien, c'est qu'ils vous présentent des choses qui vous plaisent. Donc, l'exemple, là, moi, un de mes hobbies, c'est les miniatures. OK? Donc, à un moment donné, je cherchais sur Instagram, j'étais tombé sur Instagram sur quelqu'un qui montrait toutes les étapes de la réalisation de miniatures. Puis en fait, lui, il recréait un ordinateur des années 60. Puis il faisait vraiment toutes les miniatures, puis on voyait chaque étape sur son compte. Bien, moi, comme je le suivais, bien, je dirais l'algorithme a déterminé que je m'intéressais aux miniatures. Donc, quand je fais des recherches maintenant, il me montre plein de miniatures. Donc, dès que je commence à regarder ça, bien, je passe plus de temps qu'avant parce qu'il me Mhm. présente des choses qui m'intéressent. Mais ça le renforce parce que plus je passe de temps parce qu'il y a des miniatures, plus il me présente de miniatures. Et donc, c'est une boucle qui se renforce et qui fait que ben, je ne suis peut-être pas esclave, mais c'est certain qu'on est en quelque sorte, on se- on reste avec des contenus qu'on juge qui nous font du bien. Et eux, ben, ils exploitent ça. Ils exploitent notre confort avec ce qu'on aime et ils vont toujours nous donner plus de ce qu'on aime. Mais c'est ce qui fait aussi qu'ils ne nous présentent pas des choses qui pourraient élargir nos horizons. Mais Donc, justement, c'est ça. Est-ce que je devrais être, c'est plutôt confortable finalement. Je devrais être contente de voir toujours des publicités pour des choses qui m'intéressent, de voir toujours des photos qui me rendent heureuse. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi? Qu'est-ce que ce serait le problème avec ça justement? ben, je vais prendre, disons, des goûts alimentaires. Donc, Mhm. si vous avez grandi, puis votre plat préféré, c'était le spaghetti, puis qu'on vous donnait juste du spaghetti, OK? Puis qu'un jour, quelqu'un vous disait, est-ce que ça te tente de goûter des sushis? Mais si tu n'as jamais goûté, il y en a qui ont un tempérament plus aventurier, ils diraient, ouais, je vais essayer. Puis il y en a d'autres qui disent, ouf, je ne sais pas c'est quoi ça, c'est quoi? Puis là, on dirait, ah, c'est du poisson cru. Si tu as juste mangé du spaghetti dans ta vie, tu ne voudras pas goûter du sushi. Mais peut-être que si tu avais eu une alimentation un peu plus diversifiée, ben, tu essaierais des choses, puis là, tu découvrirais des nouveaux plats que tu n'avais même pas pu imaginer et que tu trouverais formidables. Mais c'est un peu ça, l'Internet. L'Internet, en ce moment, dit si tu aimes le spaghetti, on va juste te donner du spaghetti. Et donc, ça nous limite un peu dans comment on pourrait découvrir d'autres choses qui pourraient enrichir notre vie, puis élargir, en fait, nous donner d'autres plaisirs.
Et ça, les algorithmes ne sont pas faits pour nous offrir une diète diversifiée, sont faits pour qu'on soit confortable et je dirais accro à ce qu'on aime déjà. Et donc, il faut être prudent parce que si on reste dans notre petit groupe d'amis ou juste sur Facebook ou juste sur Instagram, bien, ces algorithmes-là vont nous donner toujours plus de ce qu'on aime déjà. Ils vont toujours vous donner plus de spaghettis, mais ils ne vous donneront pas des choses que vous n'avez jamais essayées. Puis peut-être que c'est important d'essayer des choses différentes de temps en temps ou d'essayer de comprendre les gens qui aiment des choses différentes de nous. Et ça, c'est quelque chose que les algorithmes ne font pas bien parce que ce n'est pas dans l'intérêt commercial des compagnies qui ont ces plateformes-là. Eux, leur intérêt, ce n'est pas d'élargir vos horizons, c'est de vous garder accro à des contenus que vous trouvez déjà confortables. Absolument. Et je pense qu'on peut parler aussi de chambre à écho. Il y a deux phénomènes qui s'alimentent. Il y a le phénomène de la chambre à écho, puis il y a le fait d'avoir des biais de confirmation. Est-ce que c'est ces phénomènes-là dont vous parlez? C'est ça. Donc, la chambre à écho, c'est que très rapidement, bien, puis c'est un comportement humain normal de rester avec les gens qui sont moins confrontants. D'accord? Donc, déjà, on se crée des communautés où les gens se ressemblent un peu en termes d'idéologie, de pensée, d'opinion. Le biais de confirmation, c'est que c'est un phénomène psychologique bien connu qui dit que c'est plus facile pour nous de croire des choses qui correspondent déjà à des croyances qu'on a déjà. Donc, si je crois que, disons, Star Wars est mieux que Star Trek, puis que là, on me présente un argument pour m'expliquer pourquoi Star Wars est meilleur que Star Trek, bien, je vais avoir tendance à dire « Ah ouais, oui, c'est un bon argument ». Mais ça, politiquement, puis socialement, comment on vit en communauté puis en société, c'est risqué parce que ça veut dire que à cause des plateformes de médias sociaux, par intelligence artificielle qui nous donne toujours plus de ce qu'on aime, bien, on va avoir tendance à être exposé à des opinions je dirais qu'on a déjà. Mais ça veut dire que c'est de plus en plus difficile pour nous de comprendre les gens qui ne partagent pas notre opinion. Puis ça, c'est beaucoup, oui, des phénomènes psychologiques, mais c'est renforcé par des algorithmes sur des plateformes de médias sociaux. Mais Donc, on dirait que... on n'est pas Ouais. gouverné par des ordinateurs, mais on est guidé par des ordinateurs. Et ça peut être, je dirais, en fait, c'est malheureux parce que c'est plus difficile pour nous de comprendre les personnes qui ne pensent pas comme nous. Parce C'est que ça. sur les plateformes de médias sociaux, on est toujours avec des gens avec qui on est d'accord et on nous propose du contenu qui renforce ces opinions-là. C'est ça, on dirait qu'en termes de vivre ensemble et de diversité, c'est quand même problématique. Alors, j'ai plusieurs questions dans le clavardage. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on est avec Frédéric Bouchard, professeur de philosophie et doyen de la Faculté des Arts et des Sciences. Je vais vous poser la question de Benjamin qui demande, est-ce que l'intelligence artificielle peut échapper au contrôle de l'homme? Donc, ça, c'est dans des films de science-fiction, c'est une histoire qui apparaît souvent. Donc, la crainte qu'à un moment donné, on perde contrôle sur l'intelligence artificielle. Je dirais, on n'est pas là. Donc, les systèmes autonomes, puis c'est comme ça qu'on appelle des systèmes avec l'intelligence artificielle, ils sont très efficaces pour des tâches très précises. Donc, par exemple, ils sont très bons pour faire de la reconnaissance d'images. Mais ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont entraînés pour reconnaître des images particulières. C'est de plus en plus utilisé, par exemple, en radiologie. Donc, plutôt qu'un médecin qui regarde des rayons X, ben là, on utilise l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier des tumeurs. Mais ce système-là, il n'est pas capable de conduire une voiture. D'accord? Donc, l'idée que l'intelligence artificielle pourrait échapper au contrôle de l'être humain, c'est une possibilité, il faut être vigilant à ça, mais en fait, les systèmes qui sont développés en ce moment, c'est des applications qui sont très précises pour des problèmes particuliers. Ce n'est pas des intelligences artificielles, je dirais, générales qui peuvent tout faire et qui peuvent essayer de se libérer de nous. Ça ne veut pas dire qu'il
faut pas se préoccuper de ça. Il y a des penseurs qui se penchent là-dessus, mais on n'est pas là à très court terme, là. Avant de parler peut-être des solutions pour ces problèmes qu'on soulève, justement, il y a une autre personne qui me pose la question, l'intelligence artificielle est-elle plus intelligente que l'homme ou la femme? Donc, ici, c'est intéressant. Il y a des choses elles font, que ces intelligences artificielles-là font, elles le font de manière beaucoup plus rapide que nous. D'accord? Donc, je ferai encore la distinction entre la capacité d'un système de réaliser des tâches particulières versus notre capacité, je dirais, de régler une série de problèmes de manière générale. Mhm. Et donc, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est entre la spécialisation puis d'être plus, d'avoir une intelligence générale. Il y a plein de choses qu'on fait que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Par contre, il y a des problèmes qu'on croyait au-delà de la capacité de l'intelligence artificielle de résoudre. Il y a un jeu qui est un peu l'équivalent chinois du jeu d'échecs Mhm. qui s'appelle le Go, et on croyait que c'était un jeu qui était tellement complexe que l'intelligence artificielle ne serait pas capable de battre les champions du monde là-dedans. Mais ça, c'est des tâches où l'intelligence artificielle, en fait, a fait des progrès qu'on croyait inimaginables il y a même 5 ans. D'accord? Donc, sur certaines tâches, définitivement, l'intelligence artificielle est plus rapide, plus efficace que nous. Mais comme, disons, intelligence complète, l'être humain a encore pas mal d'avance sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est rassurant de dire ça. J'ai quelqu'un d'autre dans le chat qui nous demande, qui fait allusion à une perspective nietzschéenne et qui demande si c'est dangereux. Justement, vous dites qu'il y a des problèmes qu'on ne pensait pas que l'intelligence artificielle réussirait à résoudre. Est-ce que c'est dangereux justement de développer ces technologies alors que peut-être on n'est pas encore prêt à faire face à ces conséquences? Peut-être en termes de gouvernance, justement, est-ce qu'il n'y a pas des précautions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'on doit absolument étudier avant de développer ces innovations-là? Bien, on les étudie. En fait, un de mes collègues au département de philosophie, Marc-Antoine Dillac, travaille sur les enjeux Mhm. sociaux, éthiques et politiques de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je comparerais, en fait, c'est une technologie. Donc, depuis des siècles ou des millénaires, on développe des technologies, puis on apprend ensuite les conséquences de les utiliser. Des fois, elles sont développées, ces technologies-là, d'une manière assez naïve, genre, ah, c'est cool de développer ça, on va le faire. Mhm. Puis là, ensuite, le premier être humain qui a utilisé le feu, ben, il s'est brûlé. Il devait se dire, waouh, c'est quoi ça? Ah, c'est chaud, c'est super. Puis là, il s'est brûlé. Puis là, ensuite, il aurait pu se dire, ben, OK, j'arrête d'utiliser le feu. Mais s'il avait fait ça, comme espèce, on ne serait pas rendu très loin. Je dirais que l'être humain, au cours des siècles, est devenu beaucoup plus, je dirais, vigilant. Pas vigilant, au moins, il se pose des questions beaucoup plus rapidement dans le développement d'une technologie qu'il ne le faisait avant. Avant, on développait la technologie, puis après ça, on réfléchissait. Là, on réfléchit en même temps qu'on développe la technologie. Donc, je veux pas être complaisant. Il y a des risques à tout développement de technologie, mais si je regarde, il y a plein d'éthiciens du monde qui fait de l'éthique, qui s'intéresse aux conséquences morales de nos décisions. On a du monde en politique publique, en philosophie politique, qui s'intéresse à, ben, OK, qu'est-ce que les gouvernements devraient faire pour encadrer ces technologies-là? On a des sociologues qui s'intéressent à ben, comment ça va transformer nos sociétés, les groupes sociaux, d'avoir ces technologies-là, puis ainsi de suite. Donc, il y a plein de disciplines, que ce soit en lettres, sciences humaines, sciences sociales, qui étudient comment les technologies transforment nos manières de faire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas autant. Il y a peut-être 50 ans, il y en avait, mais aujourd'hui, on en a beaucoup plus, puis beaucoup plus sophistiqué. Puis ça, moi, ça me rassure un peu sur le fait que ben, nos sociétés, elles ont la capacité de développer, déployer, puis répondre à des nouvelles technologies
d'une manière qu'on l'avait moins auparavant. Vous avez fait une bonne présentation, une bonne promotion de l'éventail de ce que peuvent faire les sciences sociales, justement pour avoir une réflexion sur ces innovations-là. Pour parler peut-être de solutions ou de pistes d'avenir, j'ai une question dans le clavardage. L'éducation numérique est-elle une solution pour modérer la gouvernance de l'intelligence artificielle, peut-être justement pour résoudre les problèmes de chambre à écho? Moi, je pense que il y a deux choses. Moi, je souhaiterais que nous ayons tous, puis là, c'est pas une question de primaire, secondaire, cégep, université, là, c'est une question à tous les âges. Mhm. Il y a une éducation au numérique et une éducation citoyenne. Puis les deux, pour moi, c'est une technologie. Donc, quelque part, je veux pas dire qu'il n'y a pas de différence avec, disons, le nucléaire ou les semences génétiquement modifiées, mais toute technologie soulève des enjeux de société. Là, ceux-là, ce qui est vraiment inusité, c'est que ça touche tout le monde, tout le temps, d'une manière qui est évidente. Donc, c'est pour ça que ça requiert de nous tous ben, qu'on comprenne mieux les outils qu'on utilise, mais qu'on s'intéresse aussi, puis c'est pour ça que je parlais d'éducation citoyenne, au fait que ben, ce n'est pas juste une technologie qu'on achète, qu'on utilise, c'est quelque chose qui change nos rapports les uns les autres. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est indissociable d'une éducation citoyenne. Ça veut dire quoi qu'il y a des gens qui se comportent de manière vraiment méchante sur Internet? Tu sais, on parle de trolls, là, Ouais. mais ça, c'est un enjeu technologique, mais c'est franchement un enjeu citoyen. Parce qu'on pourrait avoir, on ne le tolère pas dans la rue. Donc, c'est pas juste la technologie, c'est le fait que, comme société, ben, quelque part, on a toléré par euh, manque d'intérêt, par manque de considération, on a toléré des choses qu'on ne tolérerait pas dans la société physique, je veux le dire comme ça, en société concrète. C'est pour ça que je dis qu'une éducation numérique, ce n'est pas suffisant. Il y a une éducation citoyenne par rapport comment on, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable dans une société de gens qui devraient se respecter. Comment on favorise, disons, des choix démocratiques face à des technologies qui semblent plus démocratiques, mais en fait, qui sont peut-être juste des chambres à écho. Donc, éducation numérique, oui, mais aussi éducation citoyenne, puis à tous les âges. Pour moi, ça, c'est important parce que ça touche autant quelqu'un au secondaire qui commence à utiliser Zoom, Teams, Google Hangouts pour ses travaux que, disons, un grand-parent qui veut parler, qui veut se faire des amis sur Internet. Donc, ça touche tout le monde. Ouais, vous faites bien le lien justement entre le comportement citoyen et civil et dans la rue ou le comportement qu'on a en ligne. Parfois, on se rend pas vraiment compte des conséquences de nos actions, de ce qu'on dit en ligne parce que il y a l'anonymat et parfois on comprend juste pas tout à fait les règles de modération, etc. Il y a un autre problème, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais il y a un problème de consentement aussi, peut-être en lien avec les données personnelles en ligne. Euh, Est-ce qu'on donne vraiment notre consentement en ligne avec toutes les informations qu'on fournit, le comportement justement qu'on donne aux réseaux sociaux et qui informent, par exemple, Instagram et les algorithmes. Est-ce qu'on donne vraiment notre consentement? Ici c'est compliqué. En fait, il n'y a personne qui lit vraiment les longs. Des fois, là, on a des longs textes, j'accepte. Puis, je veux dire, je ne connais pas beaucoup de gens. Moi, j'en ai jamais lu un au complet. En fait, j'en ai déjà lu un au complet et c'est extrêmement long Oui. et plate. Puis, franchement, c'est pas facile à comprendre. Donc, est-ce que c'est un consentement éclairé? Non. Pour la plupart des gens, non. Oui, il y a consentement parce qu'on clique, mais ce n'est pas un consentement éclairé. Mais il y a quelque chose qui est peut-être encore plus préoccupant que ça. C'est que même lorsque il est peut-être éclairé, je pense qu'on est devenu un peu paresseux. Mhm. Puis en gros, c'est comme si on était à un buffet dans un hôtel, puis il y avait les desserts au début du buffet.
Puis on se disait, moi, j'aime tellement les desserts, là, je ne vais même pas descendre le long du buffet. Je vais juste rester ici. Je vais juste manger, je vais m'empiffrer de desserts pour le restant de ma vie, même si on pourrait manger autre chose que ça. Donc, il y a le consentement éclairé, mais ce qui m'inquiète un peu, puis là, je blâme personne, puis je me comprends là-dedans, c'est que c'est tellement agréable et intéressant et drôle que on sait qu'on devrait diversifier un peu nos comportements, qu'on devrait être un peu plus rigoureux puis exigeant avant de cliquer j'accepte, qu'on devrait peut-être passer un petit peu moins de temps sur Facebook ou Instagram. Mais juste par plaisir, par paresse, ben, on continue à le faire. Alors qu'il y a plein de choses super intéressantes qui sont au-delà de ça. Moi, durant la COVID, à un moment donné, c'était juste la fatigue d'écran. J'étais juste tanné d'être devant. Donc, j'ai toujours lu, mais là, plutôt que d'acheter un livre électronique, j'ai acheté un livre papier. Puis, le soir, je lis un livre papier. Et ça semble stupide, ben pas stupide, mais ça semble étrange de souligner que c'est un geste radical, mais avant, j'aurais fini la soirée sur les médias sociaux. On s'excuse pour ces soucis techniques qui ont interrompu notre conversation, qui était très intéressante avec Frédéric Bouchard, que je remercie infiniment de nous avoir éclairé aujourd'hui sur ces questions d'intelligence artificielle, de citoyenneté numérique. On a eu la chance d'avoir une conversation avec un philosophe sur ces enjeux techniques et les innovations en général. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent ou que vous voulez en savoir plus sur les études en philosophie, je vous invite à vous rendre sur le site du département de philosophie de l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir suivi notre Facebook Direct. Je remercie aussi tous les participants. Le prochain Facebook Direct sera animé par mon collègue Frédéric Dion, qui recevra Sébastien Sauvé pour parler d'industrie et d'environnement. Pour ma part, c'était mon dernier direct cette session. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer ces belles conversations avec des chercheurs et des chercheuses. Et puis, je vous souhaite une belle fin de session. J'ai hâte de vous retrouver prochainement.